Léopard dans le dos. Voilà, bonsoir, on est en direct sur les chaînes internationales du net, sur Facebook d'abord, et ensuite, pour info, cette même vidéo est intégrée à la chaîne YouTube de Maelstrom, donc pour pouvoir être diffusée aussi plus largement. Alors, ce qui nous réunit ce soir, avec peut-être encore une ou deux personnes qui vont nous rejoindre, dont Laurence Viel, mais qui avait un petit contretemps, c'est la figure et l'être d'une très, très belle et très grande personne dont on a quand même beaucoup parlé en 24 heures, 48 heures. J'ai entendu, là j'étais chez une amie qui m'a même signalé qu'à la radio ce matin, on évoquait un hommage qui allait lui être rendu ce soir. Donc c'est quelqu'un de la radio qui a vu le post sur Facebook, comme quoi Facebook sert même d'informations auprès de la presse, qui est pas mal. Donc merci à cette personne de Musique 3, à la RTBF, qui a signalé ce moment d'hommage. Voilà, on a la présence de quelqu'un qui n'a pas du tout connu Lawrence, Jérémy, mais qui est un vrai passionné de toute une série d'auteurs édités, entre autres par Lawrence, et qui a connu Lawrence via Maelstrom. Et Jérémy est un auteur de chez Maelstrom. Et Marianne Costa, qui est aussi autrice chez Maelstrom, et qui est, entre autres, la traductrice principale de la poésie de Lawrence en français. J'aimerais, Marianne, que tu... Voilà, on a évoqué ensemble les moments où tu as connu, toi, Lawrence. Donc, tu parlais de 98, 99. Il y a eu une toute petite première réunion qui avait été générée par le regretté Antonio Bertoli, qui avait ouvert la librairie City Lights à Florence et qui avait ce rêve fou de réinventer le beat en Italie avec des auteurs de toute l'Europe, en fait. Donc, la toute première réunion, c'est dans une microscopique librairie, une toute petite cave, où il avait réussi à avoir Anne Waldman, Alexandro Jodorowsky, Ferlinghetti. Enfin, c'était un truc complètement fou. Et l'année d'après, il a emmené tous les poètes dans un camion, dans un pullman. Donc, en référence, en jeu de mots avec Pullman et Daisy, il avait appelé cette tournée Pullman. Et on a voyagé, on a fait un festival de poésie en Sicile. Moi, j'ai reçu en fait le choc de ce que c'était vraiment que la poésie beat à cette époque-là. D'abord en vivant avec eux, on mangeait ensemble. Lawrence faisait ses longueurs dans la piscine tous les matins, alors qu'il avait déjà 80 ans bien sonnés à l'époque. Et je pense que c'est ça qui lui permettait de descendre gentiment les bons vins italiens et de partager la nourriture. Il était très, très... Moi, j'arrivais pas à croire que cet homme pouvait être aussi mythique parce qu'il était d'une simplicité, d'une gentillesse, et puis avec un côté peut-être presque toujours un peu en retrait. Et puis après, il y a Eugène, dont tu vas peut-être parler, le grand projet de l'acte poétique à Gênes. C'est vrai que les longueurs de piscine, ça, c'est quelque chose qu'on retient avec Lawrence. Hein. Moi, il m'hallucinait, c'était en 2000, je sais plus, peut-être en 2009, l'une des dernières fois où je l'ai vu, où donc il avait 90 ans. Hein, enfin, je me rappelle, il me disait, ouais, j'ai 89 ans, et donc il n'avait pas encore 90 ans. Il faisait encore 3-4 longueurs de piscine. C'est là où j'avais rencontré d'ailleurs Giada Diano, qui est une jeune femme italienne qui, avec une de ses amies, a réalisé un documentaire très, très beau sur Lawrence, que nous allons, dès que la situation pandémique universelle le permet, diffuser. Et l'une des idées serait justement de sortir, et ça on va en parler plus tard, de sortir le nouveau livre de Lawrence avec en avant soirée le film. Ou après, voilà, d'abord on présente le livre et après le film. C'est un film qui dure 50 minutes, qui est magnifique, qui respecte vraiment l'esprit de Lawrence. Jad a beaucoup, beaucoup travaillé avec lui. Et oui, je vais montrer quelques petites images de Gênes. Il faut dire ce que c'est avant, parce que... Voilà. Gênes, alors Gênes, c'est une ville. C'est une ville en Italie, évidemment. Un an auparavant, il faut se rappeler, en 2001, il y avait eu le fameux G8 catastrophique qui s'était soldé par toute une série
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça s'était soldé par une série de manifestations, de casses dans la ville, et même un mort ou deux. Donc moi, je me rappelle de l'extérieur de ce G8 comme celui des deux paquebots. Hein. Sur l'un, il y avait les 6, et sur l'autre, il y avait George Bush. Hein, il y avait deux bateaux différents. Et donc, nous avions tenu à faire à Gênes l'acte de fondation de Révolution poétique avec Antonio et Alejandro. C'est moi avec la robe rouge. Voilà. Et puis, voilà, puis je me rappelle un coup de fil au mois de mars qui me dit, écoute, David, t'es libre fin juin. Voilà, c'était Anton, il disait, voilà, c'est décidé, c'est pour fin juin. On a l'occasion d'utiliser le festival de poésie de Claudio Pozzani. Et bon, puis le soir même, nous demandait de ramasser des feuillets, hein, mais ça, on l'a pas fait, évidemment. C'était parce que lui était un peu coincé par son rôle communal. Voilà, on voit que tout en haut, il y a, donc je disais, il y a l'étage VIP, donc avec Marianne, Alejandro, Antonio, Claudio, Lawrence. Et puis tout en haut, mais sur les toits, il y avait les jeunes, les tout jeunes à l'époque. Le bombardement poétique. Voilà, parce qu'au départ, ça devait être fait en hélicoptère. Et au tout dernier moment, en fait, la veille, l'état d'alerte en Italie contre le terrorisme et tout avait monté juste d'un cran, ce qui interdisait en fait cette possibilité-là. Et donc Antonio a même essayé d'aller à l'héliport, mais ils lui ont dit pas possible. Et on s'est retrouvé à se dire, ben, on va finir par les lancer du Palais Ducal à la main. Et je trouve que c'était encore plus beau finalement. D'accord. Il y a, en plus, si tu te rappelles, il y a une très belle image d'Alejandro et Lawrence qui ont 10 ans d'écart quasiment. Exactement, ouais. Exactement 10 ans d'écart, un mois près. Il y a un mois près, parce que Alexandro, il est du 17 février et que Lawrence, c'était du 24 mars, c'est ça? Lisette Lombé, qui est là, salut Lisette. Et donc il y avait ce vent, parce que Gênes est une ville portuaire, et ce vent qui s'est levé et qui a emmené les poèmes partout. Donc il y avait surtout des poèmes, bon, il y avait des poèmes des auteurs présents, mais il y avait surtout des poèmes des gens comme André Breton, Léo Ferré, je pense Artaud, enfin voilà, des gens comme ça, des gens qu'Antonio affectionnait. Il y avait 50 000, je me rappelle, c'était 50 000 photocopies qui avaient été faites. Donc, tout seigneur, tout honneur, il me semble que l'idée initiale venait de Jodorowsky. Alors, l'idée du bombardement avec l'hélicoptère, oui, c'était ce qu'Alejandro, quand on était à Florence ensemble, au mois de janvier de cette année-là, le jour où on s'est connus, c'était autour du 20 janvier, lui et moi. Donc, c'est Antonio qui m'avait... J'avais ramené ma première traduction, tu vois, de ce dont on peut parler. Et à ce moment-là, il nous dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas un Al-Qaïda poétique? Donc, il expliquait ce qu'il avait déjà proposé au groupe Casagrande au Chili, de bombarder le palais de la Monnaie au Chili, justement, en 11 septembre. Et là-dessus, Antonio a embrayé en disant, on va le faire en Italie. On va trouver un moyen de le faire en Italie. Et ce sera l'acte fondateur de la révolution poétique, qui, dès le lendemain, s'est rebaptisé Réévolution poétique. Voilà. Et c'était ça, c'était l'hymne, la Mia Rivoluzione, et l'hymne du festival, oui, tu vois, le lapsus. C'était l'hymne de la révolution poétique, c'était la Mia Rivoluzione de Marco Parente. Et alors, on vient de se débarrasser. Alors, je vais faire juste un petit... Comme il va y avoir 3 petits moments de coupure publicitaire. Et dans la publicité, on ne sait jamais ce qu'on va voir. Hein. Mais donc, je vais l'expliquer après, si vous voulez bien. Mais vous savez, on est tenu, hein, pour des questions de rentabilité dans ce monde, à partager de la publicité, nous aussi. Et donc, nous allons lancer cette publicité. Trojan horse. Homer didn't live long enough to tell of Trump's White House, which is his Trojan horse, from which all the president's men burst out to destroy democracy and install predatory capitalism as the absolute ruler of the world, ever more powerful than nations. And it's happening as we sleep. Bow down, O common man, bow down.
Voilà, ça c'était Lawrence, évidemment. C'était notre première interruption publicitaire. Donc, évidemment, interruption poétique. Lawrence lui-même, donc ça a été filmé en 2018, je pense en septembre 2018. Donc, il avait 99 ans, 99 ans pour les Belges. Et c'était une initiative donc il avait déjà écrit ce poème, je pense, un an auparavant. Et c'est Mauro Aprile Zanetti, qui était l'un de ses assistants à la toute fin de sa vie, qui avait eu l'initiative non seulement de cette vidéo, mais qui a également été à l'initiative en fait de la publication, de la visite publication pour les 100 ans de Lawrence, de son livre Little Boy, de son roman, qui restera son dernier livre, et de toutes les festivités qui ont accompagné les 100 ans. Donc, la ville de San Francisco qui voulait faire une statue, et Lawrence qui a dit évidemment non. Et ils ont planté un très bel olivier. Donc, c'est ce qu'il a demandé. Et si vraiment vous voulez faire quelque chose, plantez un olivier, qui est symbole de paix, qui représente la vigueur, la vie. Une statue, c'est mort. Marianne, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, d'abord un peu ta relation avec Lawrence en tant que traductrice, et puis ce que tu es en train de travailler maintenant, justement, dont on va voir la primeur. Mais moi, je n'ai pas encore découvert une seule ligne traduite de ce livre en français. Mais ça a commencé grâce à toi, en fait, parce que c'est après Gênes, je crois, que tu m'as demandé si ça m'intéressait de traduire pour Lawrence. Et j'ai tout de suite compris que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais plus dans quel ordre. Je crois qu'on a fait Blind Poet en premier et Coney Island of the Mind ensuite. Et en fait, l'histoire, c'est que Lawrence a vécu à Paris dans ses années d'étudiant et que même s'il ne parlait pas le français au sens conversationnel du terme, il avait gardé une connaissance du français qui correspond un peu à la manière dont certains lettrés ont appris le latin ou le grec. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une excellente connaissance du français. Et il se trouve que moi, pour diverses raisons, j'habitais à Paris à cette époque-là, mais j'étais disposée en fait à faire 14 heures d'avion et à aller passer 3 semaines à San Francisco, pendant lesquelles régulièrement on se rencontrait 3-4 fois par semaine, au début à City Lights. Il y a eu une fois où on s'est aussi beaucoup vu à Paris parce que lui était encore en état de voyager. Et je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour Poésie, Art de l'insurrection, qui a été publié chez Maelstrom aussi, qui est un recueil d'aphorismes très très beau sur la poésie. Et où là, je suis allée lui rendre visite chez lui. Je pense que ça devait être en 2015, si je ne me trompe pas. Alors, le livre est sorti en 2012. C'est en 2011 que tu étais allé le voir. Je ne suis pas retournée. Ouais. Ah si, j'ai été le voir, mais on n'a rien traduit. En 2015, j'ai été le voir et il m'a donné un ou deux textes qui sont d'ailleurs inédits en français et qui vont sans doute finir par être publiés. Il a un autre roman qui s'appelle Love in the Days of Rage. Donc bizarrement, pour le moment, personne n'a voulu. Et puis un très beau poème en plaquette qui s'appelle At Sea. Et je pense que c'est ça que j'ai reçu de ses mains la dernière fois que j'y suis allée. C'est fou comme le temps se catapulte. Et donc voilà, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que Lawrence, c'est quelqu'un qui tisse en fait son écriture, qu'elle soit poétique ou en prose, de citations qui sont des approximations. Donc il y en a beaucoup qu'on peut retrouver parce qu'elles viennent soit de la poésie de la fin du 19e, soit de certaines... ou de Poe, ou de références à Shakespeare, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été nourri par les classiques, soit de jeux de mots ou de titres de livres des années 50-60. Mais il y avait des choses que j'arrivais pas à retrouver. Donc je disais, Lawrence, est-ce que c'est une citation? Ça ressemble à une citation. Il me regardait, il lisait, il disait, Where did I steal that? Où est-ce que j'ai volé ça? Et puis il se souvenait même plus. Et c'était vraiment des super moments. Il avait un français qui était suffisamment idiomatique pour me dire à un moment donné, ah, mais là, tu as traduit sailor par marin, mais j'aimerais mieux que ce soit matelot. Et il avait comme ça cet œil et cette écoute de la langue française. Et pour moi, c'était quelqu'un, enfin, et quand je replonge dans son texte, dans ses textes, c'est toujours ça. C'est vraiment une espèce d'arc tendu entre le classicisme, c'est sans doute pour ça qu'il se disait le dernier des bohèmes plutôt que le premier des beats, et en même temps, évidemment, cette pulsation qui est aussi chez lui beaucoup la pulsation du jazz, qui quand même gouverne comme ça la rythmique du texte. Et donc, Little Boy, ça fait quoi, 2 ou 3 ans qu'on a le projet? 2 ans? Je suis pas sûre, David. Avec la pandémie, on perd vraiment tout. Ça, avec la pandémie, on a perdu quasiment 1 an et demi.
Ça Et fait 1 an et il y demi, a eu 2 le temps ans, aussi depuis de qu'on a les négocier droits. les Ouais. droits et comment? Ça fait 1 an et demi qu'on a acheté les droits, ou 2 ans qu'on a acheté les Ça. droits. C'est ça. Donc il y a eu vraiment cette période-là. Moi, je crois que en fait, inconsciemment, j'attendais un peu de pouvoir retourner à San Francisco et de le revoir. J'étais restée avec l'idée que peut-être un miracle allait se passer. Et puis voilà, je me suis plongée dedans il y a vraiment, enfin dans la traduction parce que je l'avais lu évidemment, il y a une quinzaine de jours. Et bah, c'est un texte qui est à la fois, lui, il appelle ça un roman, mais c'est quand même un immense poème en prose ou un flot de conscience qui en fait est une, comment dire, une évocation de sa propre existence et de sa propre existence en tant que grand témoin de ce qu'on a appelé la génération grandiose, c'est-à-dire cette génération qui est arrivée à l'âge adulte pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a vraiment représenté quelque part ce parcours du XXe siècle en Amérique. J'en dirais pas tellement plus parce que c'est un livre qu'il faut découvrir et qui vraiment se lit vraiment de. Enfin, comme toujours, c'est ça qui est très difficile à rendre. C'est-à-dire que la prose ou la prose poétique de Ferlinghetti, c'est un flot, c'est une rivière avec laquelle il faut nager, mais qui en même temps est très accessible parce qu'il y a toujours cette référence au classique. Et voilà, j'espère, on va voir quand est-ce que la traduction. Tu programmes de le publier quand, David? Mais Moi, je quand, suis à ta quand notre traductrice position. aura réussi à terminer le livre. Oh, bah ça va prendre encore 2 mois, je pense, si vraiment je m'y attache avec la même ferveur que depuis 15 jours. Et Mhm. alors, c'est très curieux quand même, je dois dire, je dois partager ça parce que le travail du traducteur, comme le travail de l'écrivain et du poète, d'ailleurs, c'est un travail de médium. À partir du moment où on entre dans le flot du texte très profondément, ce à quoi ou les gens à qui le texte est relié rentrent en résonance même à travers le temps. Et c'est très curieux parce que ça fait, depuis que j'ai commencé à traduire ce texte, j'avais des rêves de gens que j'aimais qui mouraient. Mhm. Et le moment de crise le plus intense a été lundi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Là, je suis à Ibiza, réfugiée climatique à Ibiza. Il faut que je prenne un bateau, que j'aille voir ma mère, etc. Et en fait, David, ton texto est arrivé au plus haut moment où je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais je me suis dit, ah ben oui, c'est ça. C'est ça qui était en train de se passer. Il était en train de partir. Et à l'intérieur du texte, et c'est à cet endroit-là que je trouve ça très touchant parce que il y a quelque chose du corps subtil d'un poète, d'un écrivain, qui soit dans son corps ou hors de son corps, qui est littéralement présent dans les lignes. Et, et ben voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer en relation avec lui à travers ces lignes. Je ne sais pas si tu veux que je lise un extrait maintenant ou plus tard. Ouais, mais comme on vient beaucoup, on va peut-être d'abord réentendre Lawrence, et après Oui. on va entendre un extrait. Oui. Et oui, donc pour la sortie, ben c'est un peu en fonction de ce qu'on... Parce que je me disais que c'était important de faire quand même un moment, de marquer le moment de façon spéciale. Donc de pouvoir projeter ce film, de se réunir comme à plus qu'à 10 ou à 15 dans une salle où les gens sont espacés de 10 mètres et masqués sous armure et tous vaccinés. Donc voilà, je pense que c'est une fois que le texte sera fait, bon, on le relira, on retravaillera, et puis on réfléchira ensemble sur le moment. Mais je peux dire une chose, parce que ça, il avait bien demandé à Mauro, avec insistance, de s'enquérir de cela. Il voulait absolument savoir qui traduirait ce roman. Il dit, j'espère que c'est Marianne qui va traduire. Il a tout de suite rassuré en disant, mais oui, c'est Marianne. Et il était rassuré. Il dit, ouais, c'est un texte difficile. Il dit, ça, voilà, c'est pour Marianne, ce texte-là. Parce que bon, son journal paru au Seuil, par exemple, qui est très beau aussi, hein, mais voilà, c'est d'une autre ampleur, d'une autre type de difficulté. Et on s'aimait bien, on passait des bons moments ensemble. C'est quelqu'un qui s'y connaissait en vin. Donc je vois que Laurence est parvenue à nous rejoindre. Oui, c'est avec Google Chrome qui peut nous rejoindre. Donc, si j'ai ouvert la possibilité à des gens de nous rejoindre, c'est que si quelqu'un a envie de lire un texte bref de Ferlinghetti, Lille est bienvenue. Mais surtout, parce qu'on a entendu Trump's Trojan Horse tout à l'heure, dit par Lawrence, qui est son tout dernier poème. On avait réalisé une petite plaquette, surtout virtuelle, hein, mais qu'on a édité à 200 exemplaires en papier, qu'on a offert, avec, je pense, une trentaine de traductions en langues différentes. Donc j'ai mis en descriptif le lien.
C'était pour ses 100 ans, donc nous avions réalisé cette petite plaquette. Et donc, ça a été traduit en arabe, en hébreu par Amir Or, ça a été traduit aussi en berbère, mais aussi en italien, en espagnol, en anglais, enfin l'anglais non, voilà, au portugais, en langue slave, en suédois, et c'est le lien pour le Calameo, d'ailleurs, et dans le descriptif. Et d'ailleurs, je vais ouvrir ce lien, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Mais d'abord, on va réécouter Lawrence. Et ce qu'on va écouter là, c'est encore un très court. J'ai choisi des très courts poèmes. Et ici, c'est Pity the Nation. Pity the nation whose people are sheep, whose shepherds mislead them. Pity the nation whose leaders are liars, whose sages are silenced, and whose bigots haunt the airwaves. Pity the nation that raises not its voice, except to praise conquerors and acclaim the bully as hero, and aims to rule the world with force and by torture. Pity the nation that knows no other language but its own, and no other culture but its own. Pity the nation whose breath is money and sleeps the sleep of the too well fed. Pity the nation. Oh, pity the people who allow their rights to erode and their freedoms to be washed away. My country, tears of thee, sweet land of liberty. Voilà. Donc ça, c'était un poème qui était enregistré en 2007. Donc il était encore tout jeune, là. Hein. Donc il avait 87 ans, si je ne me trompe pas. Plus ou moins. Donc voilà. Il avait un peu plus de il avait moins de 90 ans. Donc 88 ans, exactement. On en retranche 2 à 29. Et on obtient le report de 2007 sur 2009. Ça fait 2009 moins 2, ça fait 2007. Et comme 2 plus 2 font 4, hein, c'est pour ça qu'il y a 4 axes principaux dans le tarot mineur, dans les arcades mineures du tarot. Voilà, vous voyez les liens. Voilà, c'était juste pour faire un peu diversion. Et on va... Donc, j'aurais bien passé la parole à Laurence, mais on va attendre qu'elle revienne. Tiens, on va passer la parole au plus jeune, Jérémy, et ensuite on passera à la lecture de l'extrait inédit qu'on laisse lambir comme ça, pour avoir enfin cette audition. Jérémy, Marianne et puis Laurence. Merci. Jérémy, on t'écoute. Ouais, je vais vous lire le poème Speak Out, donc traduit par Marianne, par Prenez la parole. Il se trouve dans le bouquet Démocratie totalitaire, qui est dans le Blind Poet aussi. Ouais, dans Blind Poet. C'est le premier bouquet que j'ai acheté de chez Maelstrom. C'était à Louvain-la-Neuve, c'était même pas à la boutique, c'était bien avant que je passe la porte la première fois. Speak Out. Et une vaste paranoïa déferle sur le pays. Et l'Amérique transforme l'attentat contre ses tours jumelles en début d'une 3e guerre mondiale. La guerre contre le tiers-monde. Et les terroristes de Washington expédient tous les jeunes gens, une fois de plus, vers les champs de tuerie. Et personne ne dit rien. Et l'on débarque tout ce qui porte turban. Et l'on évacue tous les douteux immigrants. Et ils expédient tous les jeunes gens, une fois de plus, vers les champs de tuerie. Et personne ne dit rien. Et lorsque se réuniront tous les grands écrivains, les poètes, les peintres, le cercle national des arts de complaisance ne dira rien, alors que tous les jeunes gens, une fois de plus, tueront tous les jeunes gens dans les champs de tuerie. L'heure est venue pour vous de parler, vous tous, amants de la liberté, vous tous, amants en quête de bonheur, vous tous, amoureux et dormeurs, enfoncés dans vos rêves intimes,
L'heure est venue de vous prononcer, ô majorité silencieuse, avant qu'ils viennent vous chercher. C'est vraiment un texte historique, ce texte-là. Autant, ben oui, quand on avait fait, ça je me rappelle que la toute dernière fois que je l'ai vu, c'était, non, c'était pas la toute dernière fois, c'était l'avant-dernière fois que je l'ai vu, mais je l'ai vu à Paris. Mais il passait, il était vraiment de passage à Paris, dont vous étiez vu, je pense, à ce moment-là. Et il n'avait pas encore découvert son bootleg, parce que entre-temps, on les avait fait, mais on ne l'avait jamais envoyé. Et il avait adoré le principe en disant, mais ça me rappelle tout à fait l'esprit de la Pocket Poet Series, donc de cette collection de livres de poche. Il était tout fier d'avoir son bootleg. Il m'avait quand même donné son accord, évidemment, auparavant, mais sans savoir de quoi exactement je lui parlais, tout simplement. Et comme je le raconte souvent aux jeunes qui débarquent pour leur tout premier bootleg, leur premier livret poétique, je leur raconte aussi comment les bootlegs sont nés. Et là, le jour où, avec Antoine, on a amené le numéro 0, Marianne, tu étais encore là avec Alejandro, Alejandro a dit tout de suite, j'en veux un aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il avait saisi que c'était quelque chose pour lui de révolutionnaire au niveau de l'édition et qu'il était de tout ce qui pouvait être révolutionnaire à ce niveau-là. Et c'était ces inédits, en fait, de Solo de Amor, qui nous a confié à ce moment-là. Il n'avait pas encore terminé la compulsion du recueil Solo de Amor. Et donc, on avait publié celui-là. Et on s'est dit avec Antonio, bon, ben, si Alexandro est le 1, ben, on va proposer à Lawrence d'être le 2. Et comme ça, c'était une façon d'avoir les deux figures tutélaires vivantes de Maelstrom, qui étaient là pour ouvrir la brèche aussi de ces petits livres qui ne semblent pas grand-chose, mais qui peuvent être énormément de choses. Et voilà, j'en parle aussi avec un vrai bootlegger. Jérémy en a fait 2 pour l'instant. Laurence, qui a des petits problèmes de connexion, mais elle en a fait beaucoup. Elle en a fait 6-7 de bootlegs. Et toi, Marianne, tu en as fait 1, véritablement. Ouais. On en avait fait un autre pirate en italien. Ouais, un autre pirate. Il faut... J'ai mon petit livre carré. Voilà, parce qu'il y a celui-là aussi, mais il y avait aussi un petit bootleg en italien de ton bootleg en français. Vérité, ça s'appelait. Ouais, et il y a aussi cela, il y a aussi des bootlegs qui n'existent plus, en fait, en circulation du tout, et qui ont été faits, là c'était l'occasion d'une lecture en Italie de toi, Alejandro. Je crois même qu'on avait fait un bootleg avec le texte de l'Opéra Panique en italien, quand on jouait l'Opéra Panique en Italie. Non, on avait fait, non, ça c'était un petit livre chez Antonio, mais ce qui a été fait aussi, c'est par exemple, à un moment donné, quand Alejandro avait complété, il avait fait 300 et quelques pierres du chemin, il m'avait demandé de faire juste en espagnol, pour son public hispano en Amérique du Sud, un bootleg avec ses pierres du chemin complètes. Et puis il y a 2 bootlegs tarot, tu les vends encore? Ah, ils sont tous là, ouais. Ouais. Et ça, c'était aussi un livret que lui offrait. Il m'a dit, après, tu en fais, et puis moi, je les offre. Laurence, quel est ton rapport, toi, avec... Voilà, je sais que tu vis une soirée un peu compliquée, peut-être, donc je te remercie quand même d'être là. Tu nous entends, Laurence? Quand tu coupes le son, le texte. Ah oui, voilà, maintenant je t'entends, oui. Ça c'est parti, puis c'est revenu. Alors, mon rapport à Ferlinghetti, mais c'est grâce à toi que je l'ai... Ce poète. Donc, par le petit livre rouge. Le petit livre rouge me suit partout, comme beaucoup de personnes, je pense. Donc, le voilà. Mais je le prends tellement partout, tellement que je l'ai... Tout restant de rapport avec ces petits livres, c'est que il y a l'année passée, j'étais artiste en résidence à l'UCL, et avec les étudiants, c'était vraiment notre fil rouge, c'était ce petit livre. Donc il y avait des grandes affiches avec les phrases de Ferlinghetti dans la ville, des très très belles affiches qui ont été faites par, voilà, qui reprenaient certaines phrases, et les étudiants, parce qu'il y a une quinzaine d'étudiants, ils ont vraiment été subjugués par ce petit livre, et ça les accompagne maintenant, je crois, vraiment toute leur vie. C'est un petit livre, les gens qui le rencontrent, après, ils ont tous envie de l'avoir dans leur poche, et c'est un cadeau, David, que tu as fait d'en faire un format comme ça pour la poche. Et, ça, je pense que ouais, pour moi, c'est comme une baguette magique. Quand j'ouvre ce livre, c'est formidable, quoi. Ouais, je pense que Lawrence avait vraiment deviné quelque chose. On avait beaucoup parlé,
Parce qu'aux États-Unis, le livre a été sorti dans une très très belle édition que j'adore, qui est un livre cartonné toilé, vous voyez, vraiment très précieux. Mais il avait continué à dire, c'est pas ce que je voulais. Hein, c'est pas le livre que je voulais. Moi, je voulais vraiment le petit livre rouge. Hein, j'aurais voulu le petit livre rouge comme Mao, quoi. Et donc, c'est pour ça, entre autres, et ça a été le fruit d'une longue discussion à trois, mais où nous avons décidé de ne pas le mettre en bilingue, justement pour qu'il ne soit pas excessivement épais, que ce ne soit pas un livre lourd, justement. Et donc, c'était. Et puis, j'avais demandé à Marianne, fais-lui écrire Poésie à l'insurrection. En plus, on hésitait sur le titre, donc il a dû faire 3-4 variantes. On se demandait si ce serait art insurgé ou art de l'insurrection. Voilà, et Poésie en anglais, c'est Poetry as Insurgent Art. Voilà, donc il y a plusieurs versions. C'est l'art de l'insurrection parce que art insurgé, c'est un petit côté art planqué, tu vois. Et puis ce texte, on l'a porté pendant plus de 5 ans, entre autres avec Benjamin Potel qui nous accompagnait à la musique. Et c'était des grands moments, c'était ce qu'on a appelé l'Insurrection Tour. Pardon? On l'a fait avec Antonio aussi, on a fait une lecture avec Antonio. Alors quand il est sorti, c'est au moment où il est sorti exactement, c'est même plus que ça, c'est que le jour où il devait sortir, il n'était pas encore prêt. Vous voyez? Et donc, comme à la Maison de la Poésie, nous avons une imprimerie, l'intérieur, on l'avait imprimé, mais il nous manquait les couvertures. Et donc, ça, c'est encore un exemplaire de l'époque. Vous voyez, c'est un autre type de papier, c'est un papier plus cartonné. On avait fait une trentaine ou quarantaine d'exemplaires comme ça pour le soir de l'ouverture du festival. Laurence, qui avait un spectacle à ce moment-là au public, avait invité Antonio à venir dire ses textes. Et en fait, c'est à la fin du spectacle que toi et Antonio avez lu pour la première fois en public ce texte-là. C'était le soir, c'était 2 soirs avant le début du festival, en 2012. Et c'était le dernier festival qu'Antonio était là, en fait, qu'Antonio a vécu avec nous. Parce qu'après, il a commencé à être un peu moins bien, puis il venait moins. Et est-ce que tu as envie, Laurence, de nous lire, vu que ta connexion là me paraît un peu plus stable, on va en profiter peut-être avant qu'elle ne ressaute. Est-ce que tu as envie de nous lire quelque chose? Alors, j'ai découvert un texte que je ne connaissais pas hier sur Internet, que vous connaissez bien sûr sûrement, qui est Salut d'amour. Vous l'avez déjà lu parce que j'arrive en retard? Non, on ne l'a pas lu. Vous l'avez pas lu? Je peux lire ce texte-là. Alors, il y a des mots en anglais, comme je parle très mal l'anglais, j'aurais un très mauvais accent, mais il m'a bien plu. Donc, ça s'appelle Salut d'amour, je vous le lis. À tout animal qui mange ou tire sur sa propre espèce, à chaque chasseur en 4x4 avec fusil à lunettes monté à l'arrière, à chaque tireur d'élite ou ninja de force spéciale, à chaque redneck botté avec pitbull et fusil à canon scié, à chaque membre des forces de l'ordre avec chien dressé pour traquer et tuer, à chaque flic ou indique en civil ou agent secret avec holster rempli de morts, à chaque serviteur du peuple tirant sur le peuple, ou visant un malfaiteur en fuite pour tuer, à chaque garde civil de tout pays gardien des citoyens avec menottes et carabines, à chaque garde frontière devant n'importe quel checkpoint charlé de n'importe quel côté de n'importe quel mur de Berlin, de bambou ou tortilla curtain, à chaque motard CRS d'élite, patrouille fédérale en pantalon de cheval, fait sur mesure, casque en plastique, cravate lacet, à chaque voiture de patrouille avec fusil à pompe, sirène hurlante, chaque blindé anti-émeute avec lance à eau et matraque prête à servir, à tout pilote d'élite avec missile laser et napalm plein les ailes, à chaque commandant au sol donnant la bénédiction aux bombardiers qui décollent, à n'importe quel département d'État de n'importe quelle superpuissance marchande d'armes vendant aux deux côtés de n'importe quel conflit à la fois, à n'importe quel nationaliste, extrémiste de quelque nation que ce soit dans n'importe quel monde tiers, est, ouest, nord, sud, qui tue pour sa nation chérie,
à n'importe quel prophète, poète, enflammé, armé de fusils, de symboles ou de rhétorique, à chaque propagateur de la foi et de la raison, de la lumière spirituelle par la force des armes, à chaque instrument attiré de la légitime puissance publique de n'importe quel pouvoir d'État, à tous et à chacun qui tue encore et toujours au nom de la paix, je lève, seul et unique salut possible, mon doigt majeur. Merci Laurence. Laurence et Je Lawrence. connaissais. Tu le connaissais ce texte? Moi non. Moi non plus. Je ne sais pas quand il a été publié ni qui l'a traduit. Mais c'est vachement bien. Oui. Ça s'appelle ouais, les nouveaux immobilisés, Laurence. Alors, on va continuer. Donc, je voulais juste vous montrer, parce qu'on parlait donc des 100 ans de Ferlinghetti. Et comme ça, je vais vous remontrer le petit fascicule dont le lien se trouve dans les commentaires hein, dans la présentation. Vous voyez, on va le mettre un peu plus grand. Ouais, je n'arrive pas à l'avoir beaucoup plus grand, mais vous pouvez regarder hein, sur Internet. Donc voilà, il y avait d'abord le texte en anglais, puis il y avait évidemment le français et l'italien, et Marianne va nous expliquer pourquoi c'est ces deux langues qui viennent juste après le français. Puis il y avait voilà, en portugais et en espagnol, et puis néerlandais, allemand, hébreu et arabe, russe, persan, albanais, slovaque. Voilà, vous pouvez découvrir par vous-même. Et puis il y avait ici cette très belle photo. Vous voyez l'olivier qui est derrière? Voilà, c'est l'olivier qui a été planté là pour les 100 ans avec Mauro. Et donc ça, c'est le jour de ses 100 ans. Enfin, peu avant parce que c'était... voilà. Et donc maintenant, Little Boy. Et je vais essayer de trouver... On n'a pas encore de couverture pour Little Boy, on a l'image de couverture. Ouais. J'essaie de trouver sur Internet une image potable, mais la seule que je trouve... alors, est-ce que les gens vont m'en vouloir si je montre la couverture en anglais? Parce que la seule image potable qui risque de se voir, je ne demande même pas de... Ah oui, parce qu'en plus, c'est même pas la bonne couverture. En fait, il a fait deux couvertures. Bah moi, je l'ai physiquement, si tu veux, hein, je peux le mettre devant mon écran. Ah oui, tu peux le montrer, ben, c'est parfait. Attends, j'arrive, je vais le chercher. Mais que je suis bête, moi aussi, je l'ai. C'est sur mon bureau, je travaille avec nuit et jour, j'arrive. Voilà. Entre-temps, Laurence, tu peux... Si tu veux, hein, je peux le mettre devant. Dis-nous quelque chose. C'est le plus simple, ouais. Ne naviguons pas que sur Internet. Je dois te dire quoi? Et tu veux que je dise quoi? Voilà. Là, c'est le nouveau roman, tu vois, Laurence. Ça, c'est le roman qu'on va sortir dans les mois qui viennent. Entre l'automne 2021 et le printemps 2022, pour être concret. Alors, la couverture qu'on aura est très légèrement différente, parce il avait fait aussi une variante avec du rouge à l'intérieur, l'enfant rouge à l'intérieur de l'homme bleu. Et on va probablement garder, Marianne, on va garder le titre en anglais, on va quand même pas transformer ça en petit gamin ou petit garçon ou que sais-je encore. Little Boy, en plus, c'est un jeu qui comprend aussi la fameuse bombe d'Hiroshima et qui ne peut pas être traduit par petit garçon, simplement, quoi. Little Boy, c'est Little Boy. Ouais. Alors, on va entendre en primeur, donc c'est la première fois qu'on va, parce que Marianne est en train de travailler la traduction, et donc on va toutes et tous découvrir les premiers mots en français de ce nouveau roman. Oui, je voudrais juste te dire que j'ai choisi un moment qui est un moment clé dans ce texte, qui est qu'en fait, au début, ça commence à la troisième personne, où il parle justement de ce little boy, de ce petit bonhomme, de ce petit garçon, et de l'enfance de ce petit garçon, né d'un père immigrant italien
juste avant sa naissance et d'une mère issue d'une famille lointainement portugaise. Et puis il y a un moment dans le texte, après justement l'engagement dans la marine et les guerres du Pacifique, où il trouve sa voix et où le texte devient un flot poétique. Et donc j'ai choisi, et juste après ça, on passe à Paris et on passe dans l'influence que va avoir à la fois dans son arbre généalogique, mais aussi et surtout dans ses années de jeunesse à la Sorbonne, cette image de Paris. Il parlait toujours de la lumière gris-perle de Paris dans la vie de Lawrence. Donc je me suis dit que c'était un joli endroit où commencer. Donc ça part au moment où il est libéré de ses obligations militaires puisqu'il a fait la... Et donc on passe de cette narration à la troisième personne à la narration à la première personne. Il fut libéré de ses obligations militaires à Portland, Oregon, à l'automne de cette année-là, trouva son premier emploi au service courrier du magazine Times, au sous-sol du Time Life Building dans le Rockefeller Center à New York, et démissionna après 3 mois pour aller reprendre ses études à l'Université de Columbia, où il obtint un MA en littérature, puis à la Sorbonne, grâce au GI Bill. Au bout de 3 ans et demi, ayant obtenu son doctorat, il revient chez lui, aux USA. Et, petit bonhomme ayant grandi après une série interminable de confusions, transplantations, transformations, instigations, fornications, confessions, prédictions, hallucinations, consternations, confabulations, collaborations, révélations, reconnexions, restitutions, réverbérations, aberrations, clarifications, élucidations, simplification, idéalisation, aspiration, circumnavigation, réalisation, radicalisation et libération, devenu grand bonhomme, trouva sa propre voie et libéra le butin de mots qui s'était accumulé en lui. Dans ce café existentialiste sur la côte gauche de ce pays, regardant la réalité déferler d'un œil hagard, pour inscrire dans ma boîte crânienne un conte de bruit et de fureur, signifiant tout, à commencer par la 6e symphonie de Mahler, et notre monde perdu dans le dernier mouvement précédant l'effondrement tonitruant de la création, le dernier sursaut tumultueux, et puis notre civilisation héritée des Grecs est vraiment partie en fumée. Et le moment est-il venu de faire les comptes? Voyons donc ce qui reste, une fois que le capitalisme part en sucette. Mais quoi qu'il en soit, il est temps maintenant. C'est le moment ou jamais d'ouvrir les yeux sur le sens de notre petite existence terrestre. Ne serait-elle rien d'autre qu'un médiocre spectacle, un guignol, un Colin Maillard d'antiques âneries de bouffons avec des clowns masqués qui sautent par-dessus la lune, comme dans les tableaux de Chagall, ou comme s'ils venaient d'être accouchés sur cette terre, si nus, si seuls? C'est ainsi que nous venons au monde, aveugles à nos trajectoires. Où nous égarons-nous, ne sachant où aller ni que faire, sans destinée propre, si ce n'est celle de transmettre nos éléments à d'autres formes? Oui, juste remettre nos parties dans le chaudron et mélanger pour que le pot-au-feu continue de mijoter sur un coin de fourneau du soleil. Et tel ce chaudron, je mijotais, dans les 2 pièces en sous-sol où je nichais, étudiant à Paris, au 89 rue de Vaugirard à Montparnasse, où j'avais peint sur les murs un vers d'Edgar Allan Poe. Tes airs de naïade, tes cheveux d'hyacinthe m'ont ramené chez moi. Et c'était mon premier chez moi, rien qu'à moi. Aucune importance si c'était une caverne à 29 $ par mois, ou peut-être par an, avec un chiotte à la turque en haut d'un escalier en colimaçon à mi-chemin du premier étage, où il y avait des empreintes de pieds sur le ciment, là où on s'accroupissait. Et en tirant la chaînette, il fallait sauter sur le palier avant que l'eau ne jaillisse, inondant le sol. Et mon salon n'avait qu'une minuscule fenêtre, comme une meurtrière dans les murs de la Bastille, qui donnait sur une cour de pierre. Et j'avais un seul robinet d'eau froide sur un évier en pierre évidé qui devait dater du Moyen-Âge. Et c'est là que je me suis rencontrée. Comme si j'étais un étranger qui venait d'entrer depuis la rue silencieuse. Voyageur solitaire sans aucune naïade pour me tenir compagnie. Oh, quelle illusion romantique tout ça. Mais je l'aimais tant. Je me jetais dehors dans la lumière grise de Paris chaque jour, talonnée par la faim, marchant le long du quai et me prenant pour une espèce de poète ou d'artiste incroyable. J'étais Apollinaire et j'étais Rimbaud et Baudelaire et tous les poètes damnés, les exaltés avec leur rage de vivre, mon col remonté au vent d'automne qui soufflait sur la rive. J'arpentais les quais parmi les hordes de feuilles mortes, friables, multitudes frappées par la peste, alors que l'hiver descendait sur la ville. Wow. Mais en tout cas, c'est bien écrit.
Et pour que ce soit bien écrit, bien traduit, il faut que ce soit quand même bien écrit. Bah oui, ou plus exactement, pour que ce soit bien écrit, cela oblige à ce qu'on donne tout ce Ah qu'on a. ouais, mais c'est très très bien écrit, en français en tout cas aussi. Bravo Marianne. Ouais, Ouais, ça, t'étais vraiment avec lui ces 15 derniers jours. ça donne envie de le publier, tu vois, Marianne. Ouais, il y a des moments plus polémiques parce que quand il part sur les références américano-américaines, pour l'instant, j'ai mis des notes, tu verras ce que tu fais avec. Rien que le GI Bill, j'ai mis une note parce que je crois pas qu'il y ait qui que ce soit en France aujourd'hui qui sait que les soldats démobilisés avaient droit à une bourse après la Deuxième Guerre mondiale pour faire leurs études. Tu vois, donc on verra de combien de notes on truffera ce magnifique flow. Et puis après ça, tu as la fameuse question des notes dans un livre. Et Mais après, bon, c'est un roman, on a le droit de mettre des notes de la traductrice en principe dans un roman. Dans la poésie, ça se fait moins, mais. Et puis c'est de savoir Et aussi. il a écrit novel sur la couverture, hein. Donc c'est officiel, c'est un roman. Mais il parle effectivement, lui parlait de flow de conscience, et c'est comme ça. Et puis mais c'était un pari, hein, même aux États-Unis, parce que ils se sont vraiment entêtés de le sortir pour ses 100 ans et pas quelques mois avant. Le livre était prêt des mois avant. Et donc là, je remercierai jamais assez Mauro Zanetti qui m'a donné tous les bons filons que je ne dévoilerai pas pour que je puisse être dans les premiers sur la brèche. Parce que vous savez que voilà, comme ces droits avaient été revendus à un éditeur new-yorkais, assez important, Double Change, hein, qui est un groupe vraiment important, et ben, ils sont passés par des agents en France qui ont envoyé en fait un mail, mais les éditeurs français n'ont vraiment pas fait attention tout de suite à ce mail. Moi, je savais que ce mail allait arriver tôt ou tard, mais en fait, j'ai répondu tout de suite. Donc, je savais ce que je devais répondre parce que j'avais réfléchi. Ça faisait des mois que je demandais à Mauro et Lawrence de pouvoir éventuellement publier ce livre en disant, voilà, si personne d'autre n'est intéressé, s'il n'y a pas une grosse maison, et là, je serai le premier à m'effacer pour dire que c'est plus important pour Lawrence. Mais j'ai fait la proposition, elle a tout de suite été acceptée. On m'a dit, voilà, nos règles dans notre commerce, c'est que maintenant, les autres ont 15 jours, 3 semaines maximum pour se prononcer. Et on était, je pense, pendant la période des vacances de Pâques, un truc comme ça. Et je pense que les autres n'ont simplement pas réagi à temps à cette proposition. Et voilà. Et le marché a été attribué à Maelstrom. Oui, et puis de fait, c'est très curieux en fait. Enfin, et je crois que c'était très important pour Lawrence d'être traduit en français, même s'il y avait sans doute d'autres choses plus importantes pour lui dans sa vie, mais parce que c'était une langue qu'il parlait et qu'il aimait. Et c'est très curieux la relative indifférence depuis 25 ans du gros monde éditorial franco-français à son égard. Moi, quand il m'a confié Love in the Days of Rage, j'ai frappé à la porte d'un certain nombre d'éditeurs chez qui j'ai moi-même publié. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été. Il y a une espèce d'exception française que je pense que tu as beaucoup contribué avec la poésie et avec tout le travail que tu as fait autour de l'œuvre de Lawrence à secouer un peu de telle sorte que, bon, bah, aujourd'hui, il y a quand même un article dans Le Monde, un article dans Libé. Voilà, ils ont quand même. Mais c'est marrant, par exemple, les articles, je les ai lus là, sur Internet, ne signalent pas la bibliographie. Ouais, c'est grave. Hein. Comme si c'était vraiment le personnage qui intéressait qui avait pu intéresser la petite intelligentsia française, alors que je veux dire, la matière du texte, que ce soit du texte poétique ou du texte en prose chez Ferlinghetti, c'est quand même une matière complètement remarquable, quoi. Mais il y a des mystères comme ça. Ciao Enrico. Enrico qui est libraire chez Tropisme, justement. Enrico commande plein de livres de Ferlinghetti chez Tropisme ces jours-ci. C'est un ami, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Eric, on se voit très peu, quasi plus là pour l'instant. Mais je le sais très attentif à ce que nous faisons. Et je remercie en fait Jean-Claude Van Troyen, journaliste du Soir en Belgique, qui aujourd'hui a rectifié toute une série de choses en citant la bibliographie, justement, en te citant toi comme traductrice de sa poésie. Il avait fait un article l'an dernier, donc il a été préparé grâce à le travail de notre attachée de presse, Nathalie de Keyser. Il était vraiment très bien préparé pour cela, mais il a tout de suite rebondi aujourd'hui parce que l'agence AFP, parce que tout le monde reprenait le petit billet de l'agence AFP, il parlait de son livre le plus connu, Coney Island of the Mind,
vendu 1 million d'exemplaires, etc., sorti sous le même titre en France des années plus tard. C'est tout ce qu'on savait, tu vois. Alors déjà, c'est pas en France, c'est arrivé en France, mais c'était quand même en Belgique, à moins que la France veuille annexer la Belgique, mais ça c'est une autre histoire, il faudra dealer avec les Belges. Et donc merci à Jean-Claude Vautrin du Soir d'avoir corrigé. Un autre journaliste attentif, c'est Thierry Clermont du Figaro, qui a toujours été très que j'avais fait rencontrer Lawrence d'ailleurs il y a quelques années. Et donc il y a quelques personnes comme ça qui ont été quand même attentives. Hein. Et quand on a sorti Blind Poet, tout d'un coup, j'ai eu l'intérêt de quelques journaux français quand même, qui s'étonnaient que Fellinggate avait disparu des publications. Et donc, je crois, la première demande de service de presse, tu sais qu'il avait fait, Marianne, c'était le guide du routard. Oh, c'est drôle. Le site du guide du routard. C'est drôle, mais c'est pas étonnant en même temps. Voilà. Et puis, des années après, tu as Laurent Bunel qui va faire une émission de France 2 et il va à San Francisco et Lawrence, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre notre livre hein, et il lit à partir de ce livre. Mais c'est par exemple très dommage que parallèlement, je dirais, la popularité auprès des gens, auprès des lecteurs, qu'a le petit livre rouge, Poésie art de l'insurrection, qui a énormément circulé même en France, que personne n'en ait jamais fait le relais au niveau journalistique, par exemple. Mais on s'en fout, hein, parce que le plus important, c'est que les gens l'aiment, le prennent, l'adoptent, le lisent et le partagent et l'offrent. Mais c'est un livre, par exemple, dans notre petite librairie à Bruxelles, qui est quand même 3-4 fois plus petite que la minuscule librairie que tu citais à Florence. Elle était quand même 3 fois 4 plus grande que la nôtre. Tu n'as pas connu la première, la toute première. Qui n'était pas en via di San Nicolò. Donc, non, okay. Je te jure que c'était aussi petit que chez Maelstrom. Okay. J'ai pas connu celle-là. Ouais. Et, mais donc, c'est vrai que ce petit livre rouge qui circule tout seul, chez nous à la boutique, il est toujours là, et il n'y a pas une semaine sans qu'il n'intéresse pas quelqu'un. Donc, mon conseil auprès des libraires, vous savez, il y a des livres qui vont toujours se vendre. C'est ça qui vous intéresse, c'est quand même que le livre circule par la vente, parce que vous êtes libraire, vous devez payer des employés. Nous, on ne doit pas payer d'employés, on est tous bénévoles. C'est notre avantage sur vous. Mais ensuite, on doit payer aussi le chauffage et l'électricité et le téléphone. Donc, c'est un livre qu'il faut avoir toujours sur le comptoir et les gens le prennent et s'en inspirent et s'en nourrissent et donnent à lire. Donc, encore samedi dernier, finalement, j'ai improvisé de commencer par ce texte-là. On avait fait une action dans le cadre de Still Standing for Culture. À plusieurs acteurs en Belgique et opérateurs ont fait ces actions de lecture, de danse ou de théâtre improvisé ou de musique, respectant toutes les normes sanitaires que l'on veut. Mais pour dire la culture ne peut plus être à l'arrêt, stop. Enfin, inventez-vous quelque chose, mais il faut qu'on reparte. Et donc j'ai commencé par la lecture du début de Poésie art de l'insurrection. Et d'ailleurs, sans que je vous dévoile beaucoup, le film commence avec ça. Il commence par le film que Jad a réalisé. Là, j'ai juste un petit trailer, mais qui commence pas par ça, que je peux vous montrer vers la fin. Le film commence par un écran noir avec, en anglais, maintenant j'ai la version en anglais, mais avec ces phrases que désormais on connaît presque par cœur. Je te fais signe à travers les flammes, le pôle Nord a changé de place, la destinée manifeste n'est plus manifeste, la civilisation s'autodétruit, Némésis frappe à la porte. À quoi bon des poètes dans une pareille époque? À quoi sert la poésie? Etc., etc. Donc c'est voilà, avec ce beau couplet aussi, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut, au niveau de la lecture orale, qu'on peut adapter? Quand on dit tu es Whitman, tu es Poe, tu es Mark Twain, tu es Emily Dickinson, Edna Stevenson Millay, tu es Neruda, Mayakovsky et Pasolini, tu es Marianne Costa, Jérémy Tolomé et Laurence Vielle. Donc c'est des choses, vous voyez, qu'on peut vraiment adapter aussi. Et dans l'Insurrection Tour, quand on disait si tu te dis poète, ne reste pas bêtement sur ta chaise, la poésie n'est ni une activité sédentaire, ni un fauteuil à prendre. Lève-toi et montre-leur ce que tu sais faire. Et si vous vous rappelez, à chaque fois, je vous disais, lève-toi, Marianne, et montre-leur ce que tu sais faire. C'était à chaque fois, lève-toi, Laurence, et montre-leur ce que tu sais faire.
Et donc, c'était une façon de passer le relais aux poètes qui ensuite intervenaient avec leurs propres textes. Voilà, c'est un livre fondamental qui a permis tellement de choses, que l'on a beaucoup servi avec notre âme la plus profonde. Et je pense qu'il nous rend justement aussi ce qu'on lui a donné. Et de temps en temps, voilà, et puis comme Lawrence n'avait pas accès à toutes les choses par Internet et tout, par exemple, les lectures que nous avons fait pour les 100 ans de Ferlinghetti en 2019, Mauro lui avait fait entendre, parce qu'il ne voyait quasiment plus rien, Lawrence, les 3 dernières années. Et donc, il lui avait fait entendre les lectures, parce que certaines avaient été enregistrées sur Facebook à l'époque. Et donc, voilà. On va peut-être je vais relancer. Qu'est-ce qu'on choisit? Encore un poème ou bien juste un petit extrait, un petit extrait le teaser peut-être. Ça vaut la peine de regarder. Le teaser donc du film Lawrence, A Lifetime in Poetry. Please all welcome Mr. Lawrence Ferlinghetti. Mr. Gary Snyder. If you call yourself a poet, don't just sit there. Poetry is not a sedentary occupation. Take your seat, practice, stand up, and let them have it. Someone I would call a living legend and a luminary, Mr. Ferlinghetti. If you would be a poet, experiment with all manner of poetics, erotic broken grammars, ecstatic religions, heathen outpourings, speaking in tongues, bombast public speech, automatic scribblings, surrealist sensings, streams of consciousness, found sounds, rants, and raves, to create your own limbic, your own underlying voice, your voice. I'm here to arrest everyone who's sitting around very complacently and not doing anything to save the world ecologically. We want a real equality. We want a real democracy. Jack Hirschman. Be subversive, constantly questioning reality and the status quo. Strive to change the world in such a way that there's no further need to be a dissident. Hurrah! Revolution! Recipe for happiness.
one grand boulevard inside, one grand cafe with very black coffee in very small cups, one not necessarily very beautiful man or woman who loves you, one fine day. Voilà. Bon, c'est touchant, évidemment. Hein. C'est vraiment un très beau film, ça, je vous le promets. Et comme vous le voyez, on voit aussi toute une série d'amis et de proches de Lawrence, comme Anne Waldman, Gary Snyder, Jack Ishman. Voilà, je vous remets vos sons, parce qu'en fait, je les avais enlevés parce qu'on entendait l'écho du film venant de chez vous. Voilà, donc j'ai hâte vraiment qu'on puisse se vivre de vraies soirées, et je pense que ça vaut la peine. Enfin, comment on est rendu, comme disent les Québécois, on va quand même attendre, hein. On va quand même pas, je répète, hein, Laurence, toi, on va quand même pas faire ça devant 15 personnes dans un lieu qui pourrait réunir, je sais pas moi, 100, 150 personnes ou 200 personnes. On va pas se sacrifier à devoir ne pas fêter la sortie d'un tel livre et de montrer le film, sinon ben on s'arrange juste pour qu'il soit sur le net, et les réalisatrices n'ont pas voulu qu'il soit juste visible sur le net. Elles aiment d'ailleurs, à San Francisco, il a été projeté dans une galerie pendant plusieurs jours, où les gens régulièrement, dans toute la semaine autour du 24 mars, c'était les 100 ans de Ferlinghetti en 2019, et les gens justement pouvaient voir ce film qui existe maintenant avec sous-titrage italien, et bientôt avec sous-titrage français, parce qu'il restera en anglais, évidemment. On ne va pas le doubler, hein, on va pas doubler. Il ne manquerait plus que ça. Tiens. On ferait Marianne qui ferait la voix de Lawrence en français. Hein. Voilà. Non, évidemment, ce sera sous-titré, et c'est relativement... Parce que Lawrence avait un anglais assez compréhensible, je trouve. Assez clair. Il travaillait, c'est cette voix, justement, cette voix limbique et cette voix propre. Cette voix très classique aussi, hein, cette façon, et leur grand, moi il me parlait beaucoup de ce moment illuminant pour lui qui avait été et d'ailleurs Ginsberg disait la même chose, le jour où ils avaient entendu Dylan Thomas dire ses textes. Hein, ça a été le coup de fouet en fait pour ces jeunes gars, quoi. Hein, c'était de voir Dylan Thomas dire ses textes de façon relativement classique, mais avec cette force performative qui les a réveillés. Dire ces textes. Ça a été en fait pour ces gars, quoi. Hein, c'était de voir Dylan Thomas dire ses textes de façon relativement classique, mais... Là, je m'entends deux fois. Là. Oui, on a un fantôme de David Giannoni. Ouais, c'est peut-être parce que quelqu'un est en train de regarder la fenêtre Facebook, en fait. Pour pouvoir suivre ou entendre. Donc, est-ce que vous avez envie de dire encore quelque chose? Parce qu'en fait, normalement, j'avais une vidéo, mais on va quand même voir un petit peu Pierre Guéry vers la fin, alors, parce que j'avais presque l'impression d'avoir envie de terminer avec Lawrence. Donc, je ne sais pas maintenant est-ce que Pierre ne pouvait vraiment pas participer, il n'était pas chez lui, donc sans connexion Internet solide. Pour pouvoir participer à ce live. Pierre, qui a été souvent aussi associé aux lectures de Anne Waldman et de Lawrence, et qui a beaucoup travaillé aussi avec nous, qui travaille beaucoup avec nous. Il avait refait un remixage complet du blues de la Ponte, pas de la Ponte, mais le blues de la Ponte, de Breeding Blues. Breeding Blues. Voilà, qui était dans Blind Poet. Il en avait fait un remixage complet à sa sauce, ouais. Qui vaut la peine. Et Laurence, est-ce que tu as envie de nous lire encore quelque chose, et Jérémy, avant, ou est-ce que vous avez prévu quelque chose d'autre? Moi, je peux, oui. Ah non. Je peux vous lire encore un texte, si jamais. Mais si toujours, vas-y. Je vais vous lire C'est nous idiots. Papa, papa, dis-moi, pourquoi on ne danse pas, ne chante pas dans notre paradis terrestre? Pourquoi les nuages ont des pantalons? Pourquoi ma sœur tousse et tousse? Pourquoi maman est toujours patraque? Oh maman, maman, maman,
Pourquoi je meurs du sida? Papa, papa, dis-moi, pourquoi le réchauffement global? Pourquoi les pôles fondent-ils? Pourquoi un trou dans la couche d'ozone? Pourquoi les pluies acides? C'est l'environnement, bébé, c'est la pollution, bébé. C'est nous qui bousillons notre nid. C'est nous, bébé, c'est nous. Oh, papa, papa, dis-moi pourquoi on pille la forêt vierge pour faire des millions de maisons, de HLM, de centres commerciaux, de supermarchés, de stations-service, et pourquoi on est enfermé dans ces boîtes en métal à roulettes au milieu des embouteillages monstres? Pourquoi tellement de sans-abri en quête de nourriture et d'un asile? C'est la surpopulation, idiot. C'est qu'il y a trop de gens, bébé. C'est nous tous qui pondons à tout va et qu'est-ce qu'on aime ça? On ne va quand même pas nous empêcher d'avoir des petits. On n'arrêtera pas de rouler. On n'arrêtera pas de baiser. Ça nous plaît. Ça nous plaît. C'est comme ça qu'on vit, bébé. C'est nous. C'est nous. Oh, papa, papa, dis-moi pourquoi la misère dans les républiques bananières? Pourquoi il n'y a plus d'artisanat local? Pourquoi des godes en plastique sur les marchés mexicains? Pourquoi pas de blé dans leurs silos? Pourquoi pas de pain dans leurs fourneaux? Pourquoi il n'y a plus de bois aux Philippines? Pourquoi tant de fast-food et pourtant la famine? C'est la globalisation, idiot. C'est l'agribusiness, bébé. C'est du gros business, bébé. C'est les pays développés qui têtent les mamelles des pays du tiers-monde. Oh, papa, papa, dis-moi pourquoi nos gouvernements sont aveugles? Pourquoi nos dirigeants sont sourds, muets? Pourquoi on vote pour des politiciens véreux? Pourquoi il y a tant d'assassins en col blanc au poste clé? C'est les élections, idiot, celles où tu ne vas jamais voter. C'est toi qui ne votes jamais, c'est nous, on ne vote jamais, bébé, c'est nous. Alors, on n'a que ce qu'on mérite, bébé, ce qu'on mérite. C'est comme ça qu'on vit, bébé. C'est nous, idiot, c'est nous. Merci, Jérémy. Et donc là, on a oui, dans Démocratie totalitaire, nous avions réuni les textes les plus politiques de Blind Poet. Mais Ferlinghetti, c'est beaucoup ça aussi. On l'a vu avec Trump's Trojan Horse. Mais c'est aussi beaucoup d'autres textes, hein, beaucoup d'autres types de textes. On l'a entendu aussi via le roman que tu as lu, Marianne. Et je repense aussi à Coney Island of the Mind, qui est un trip absolument fascinant, fabuleux. Je me rappelle de 2 versions enregistrées. Il y en a une que je n'arrive pas du tout à retrouver, que j'avais trouvé une fois et puis j'ai perdu, et qui était accompagnée par du jazz. Donc lui, imaginez Coney Island accompagné par le jazz toujours. Il en existe une un peu plus classique qui était sortie sur CD, même aux États-Unis. Mais je l'écoutais, c'est pas celle-là que j'avais entendue qui m'avait percuté. Donc c'est un. Comment est-ce qu'on explique ce. Personne ne s'explique le succès de ce livre, hein, qui est l'un des livres de poésie les plus vendus au monde de l'histoire de la poésie. Et ce qui n'est pas forcément plus fort, plus beau, plus dense ou intense que d'autres très bons livres, hein, en poésie. Donc parfois il y a des poètes comme ça qui dénigrent même ce livre en disant mais c'est pas possible, comment c'est voilà, alors qu'il a quand même ses très belles qualités. Alors qu'est-ce qui fait d'après toi que ce livre a marché comme ça aux États-Unis surtout? Moi, je pense que c'est la conjonction entre. D'abord, je pense, enfin, c'est une réalité qu'une poésie qui a une qualité narrative à l'intérieur même de son flot poétique va beaucoup plus aisément pouvoir trouver un large public. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est plus facile de lire la traduction d'une chanson de Bob Dylan que de lire René Char. Donc, en termes de. Il y a cette dimension très narrative et Ferlinghetti réussit à faire une poésie qui est à la fois très narrative et qui, à l'intérieur de la narration, ne perd pas sa qualité poétique. C'est pas le cas de tout le monde. Et il fait pas non plus des petites chansons. Donc, je pense que ça, c'est un aspect important. Il y a une question d'époque, de moment. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point, dans le monde anglo-saxon, que ce soit en Angleterre ou que ce soit aux États-Unis ou même au Canada, en particulier grâce à l'héritage de la Beat Generation, mais pour tout un tas d'autres raisons, le mode de vie d'être poète ou de vivre avec la poésie ou d'incarner la poésie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... je sais pas, c'est un peu la même chose que... Enfin, c'est vraiment un art de vivre.
c'est vraiment une communauté, c'est vraiment quelque chose qui peut être un rêve pour un gamin. Et je pense que quelque part, ce livre est devenu un symbole de ça et presque même un fétiche de cette espèce d'objet culturel qu'est la poésie. Alors que je pense que chez nous en Europe et particulièrement dans les pays de langue latine, c'est très différent parce qu'il y a des monuments écrasants qui sont, voilà, j'en sais rien, le Quichotte. Quelque part, ils sont moins écrasés par Shakespeare, les anglo-saxons, que nous pouvons l'être, nous, ne serait-ce que par Baudelaire, quoi. Donc, je pense qu'il y a un aspect comme ça, c'est un objet fétiche d'un champ culturel qui existe, qui fait rêver les gens, qui est connu. Et puis, c'est quand même une poésie, peut-être qu'elle est pour ça décriée par des poètes qui ont une exigence de resserrement plus intense. Et c'est une poésie qui est accessible, en fait. Même si elle est beaucoup plus à tiroir et beaucoup plus à labyrinthe que ce qu'on voudrait bien le croire au premier coup d'œil. Et moi, ça me touche vachement d'entendre Laurence, d'entendre Jérémy, d'entendre toi lire Ferlinghetti, parce que cette poésie, elle a une qualité qui est que chaque voix peut la porter à partir de son propre rythme. Et quand on entend la douceur de la scansion et du swing de Ferlinghetti quand il lit sa poésie, on est touché par... Il y a quelque chose d'à la fois très simple, de très adaptable au phrasé de chacun, à l'intensité de chacun, à la présence incarnée de chacun. Et en même temps, c'est une poésie qui ne se laisse jamais... qui reste complètement entière et vivante sous chaque mot. C'est pas si simple que ça de savoir faire ça. C'est quand même un sacré génie. Alors, j'ai ouvert au hasard voilà, peut-être entendre la voix de Coney Island. Ce sera ma contribution essentielle ce soir. Et j'ouvre au hasard, c'est le poème 22. C'est fou d'être vivant dans un monde si étrange, avec l'orchestre qui joue de la guimauve dans une gloriette comme on en voit, et les gens sur les bancs, sous les arbres taillés, et les filles sur le gazon, et la brise qui souffle, et les banderoles qui flottent au vent, et un gros homme avec un graflex et une femme brune avec un chien brun qu'elle appelle Lucia, et un chat en laisse et un pékinois avec un bébé blond, et un cubain en chapeau mou et une bande de garçons posant pour une photo de groupe. Et à ce moment précis, comme l'orchestre commençait à jouer de la guimauve, un nain est passé en courant, en criant, en agitant son chapeau vers quelqu'un, et un jeune homme avec un joli badge de campagne est venu me demander « Seriez-vous par hasard inscrit au Parti démocrate ?» Voilà, c'était le poème 22 de ce... Il y a un truc qu'il faut quand même qu'on dise, c'est que Laurence se considérait, presque avant de se considérer comme un poète, ou autant en tout cas, comme un peintre. Tout à fait, ouais. Et il y a vraiment quelque chose là dans ce poème-là c'est une promenade dans un tableau. Et on le sent, hein, ce côté visuel. D'ailleurs, on voit, on l'a vu aussi dans le teaser du film. Et ce livre, donc je tenais, parce que on l'appelait A Coney Island of the Mind et autres poèmes. C'était pour pas avoir un titre à rallonge, mais il y a quand même dedans une autre grande perle. C'est Pictures of the Gone World, donc image d'un monde en allée, qui est quand même qui est le tout premier livre. Et en fait, maintenant je peux vous dire, parce que vous savez, quand on fait des erreurs, les politiques ne les reconnaissent pas. Les poètes adorent reconnaître leurs erreurs, n'est-ce pas? Je roule dedans. Donc en fait, j'ai ouvert au hasard, mais en fait, c'est bien le poème 22, oui, mais de Picture of the Gone World que je vous ai lu. Voilà, donc mes excuses pour vous avoir vendu autre chose. Mais dans le même livre, il y a les deux, donc je ne vous ai pas vendu non plus des conneries. Et donc, donc je ne lirai pas. Allez, un tout petit, hein, le 12. Allez, fais-toi plaisir, David. Allez, le pendu, 12. On parlait de peinture. Un de ces tableaux qui ne veulent pas mourir. Son image belliqueuse, une fois conçue, ne décollait pas de sa base plombée. Et pourtant, combien de fois l'avait-il repoussé dans l'oubli? Inutile de peindre par-dessus. Il ressurgissait toujours par le bois et la toile, et émergeant, il eût crié de terribles berceuses.
où dans chaque lit une tombe minée de réveils matins fantomatiques beuglait horriblement sur les amants et les dormeurs. Ça, c'était réellement un poème de A Coney Island of the Mind. Donc vous savez, je dis souvent que dans les romans, on ne dévoile jamais la fin. En poésie, on peut dévoiler la fin sans rien dévoiler. Est-ce que le livre se termine ainsi? Seuls enfin, aimants, aimés, perdus et retrouvés sur la rive du fleuve, au bord du torrent, à l'endroit précis où tout a commencé. Et voilà comment tout recommence. Ça, ce sont les derniers mots de Coney Island of the Mind. C'était, voilà, en les voyant avant de vous les lire, je m'étais dit que c'était des mots qu'on pouvait lire pour Lawrence. Voilà, c'est un nouveau voyage qui commence. Pour sa poésie sans lui, sur Terre, elle sera là aussi sans nous un jour. Et dû à cette si permanente impermanence, tout passe, tout s'écoule, tout change. Et je vais vous passer, avant de terminer par Pierre Guéry, et déjà je vais passer un tout dernier poème lu par Lawrence, qui est The World is a Beautiful Place. I'm recording these poems in the editorial office of City Lights Bookstore, San Francisco, with some traffic noise which may punctuate the poems. The world is a beautiful place to be born into, if you don't mind happiness not always being so very much fun. If you don't mind a touch of hell now and then, just when everything is fine, because even in heaven, they don't sing all the time. The world is a beautiful place to be born into, if you don't mind some people dying all the time. Or maybe only starving some of the time, which isn't half so bad if it isn't you. Oh, the world is a beautiful place to be born into. If you don't much mind a few dead minds in the higher places, or a bomb or two now and then in your upturned faces, or such other improprieties as our name brand societies prey to, with its men of distinction and its men of extinction, and its priests and other patrolmen, and its various segregations and congressional investigations and other constipations that our fool flesh is heir to. Yes, the world is the best place of all for a lot of such things as making the fun scene and making the love scene and making the sad scene and singing low songs and having inspirations and walking around looking at everything and smelling flowers and goosing statues and even thinking and kissing people and making babies and wearing pants and waving hats and dancing and going swimming in rivers on picnics in the middle of the summer and just generally living it up. Yes, but then right in the middle of it comes the smiling mortician. Voilà. Donc nous restons à deux. Ouais. Marianne, tombée de sommeil, donc nous a demandé, enfin on était prévenus, hein, on avait promis jusque 10 heures, ici on est en train de dépasser agréablement les 22 heures. On va se quitter, donc merci à toi aussi Jérémy. Et merci à toi. Laurence, elle avait des problèmes de connexion encore. Merci pour ces lectures. C'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui ne connaissait pas du tout personnellement, même Laurence, mais qui n'avait pas côtoyé, on va dire, l'univers ferngétien, même de Maelstrom longtemps, d'avoir un regard un peu nouveau. Donc merci d'avoir été des nôtres. Donc
Oui, ce que j'ai commenté, une des choses, un des souvenirs les plus simples, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai, comme disait Marianne, Lawrence savait être et rester quelqu'un de simple et d'humble, tout en connaissant voilà, les qualités de tout son travail, de ce qu'il avait fait. Il avait aussi cette faculté d'avoir ce regard d'enfant, mais pas d'enfant innocent. Il était un peu filou, c'est-à-dire que parfois il te disait des trucs comme ça, il te testait un peu, mais avec beaucoup de bienveillance. Mm. Et une fois, voilà, il m'avait dit, tiens, je vais te faire écouter un truc. On était chez Antonio à l'époque, à Florence. Je vais te faire écouter un truc, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors il lit, et c'était une cassette audio assez mal enregistrée, pour dire Mm. vrai. Donc on entendait beaucoup de bruit et tout, mais on entendait quand même un petit peu de voix et de musique. J'ai dit, ouais, putain, le groupe derrière, il a l'air bien, quoi. Ils sont sympas. Il dit, ouais, ouais, c'est un groupe de chez nous, un groupe californien. C'est les Doors. Mm. Et là, je lui dis, ah bon, les Doors, ok. Ah ouais, mais il dit, je sais, ils sont quand même connus. Donc il savait quand même que c'était un groupe connu. Mais pour lui, en même temps, ce jour-là, ce que j'ai entendu, c'est les Doors, c'est un groupe de chez nous. Ouais, c'est un Mm. groupe californien, c'est un groupe, des gens qu'on a connus, des gens qui ont grandi avec nous quelque part. Et on le voit, hein, si on navigue sur le net, on commence de plus en plus à voir aussi des moments où des groupes assez connus demandaient à des auteurs beatniks de venir dire, bon, le plus connu d'entre tous, c'est Bob Dylan, qui, dans sa fameux clip vidéo de la pancarte, hein, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus la chanson, mais elle demandait à Ginsberg de prester. Et un autre moment qui était aussi très très simple, c'était ce même soir-là, c'était un regard. Un regard mais qui m'a vraiment, où je me suis senti vraiment accueilli. Et à ce moment-là, j'ai senti ce que pouvait être ce que certains dénomment un bodhisattva. Mm. Bodhisattva, pour les gens en Inde, ce sont des âmes, des avataras qui n'ont plus besoin de se réincarner et qui sont là pour servir les autres, hein, qui sont là pour aider les autres et servir les autres, être au service des autres. Il était là avec ces beaux yeux bleus que vous avez vus en vidéo, hein, un regard très transperçant, mais jamais agressif. Mm. Vous pouvez vraiment vous transpercer. Vous avez l'impression qu'il dialoguait avec votre esprit. C'était assez bizarre, assez étrange comme sensation que ça pouvait donner. Mais il en profitait jamais pour faire quelque chose de mal, vous voyez. Mm. Donc c'était vraiment quelque chose de très touchant. Et la troisième chose, parce que j'en ai 203, troisième anecdote, c'était en 2002, l'anecdote du début. C'est après qu'on ait balancé ces 50 000 poèmes sur la ville de Gênes, on va tous manger une pizza. Je lui ai dit, tiens, mais ça fait quand même, ça fait un bail que tu n'es plus publié en France, en français. Il dit, c'est quand même bizarre. Ah, tu trouves aussi, il me dit. Mm. Moi aussi, je comprends pas. Bourgois m'a publié, mais voilà, il m'ignore. Depuis des années, là, il m'ignore et je comprends pas. Alors que moi, j'adore la France, j'aimerais vraiment être publié en français. Et là, je lui dis, écoute, si ça t'intéresse, tu sais qu'on est une toute petite maison édition, mais moi, je suis partant pour qu'on te publie. Et il a dit, ben, ok, top là, c'est bon, on le Mm. fait. Et donc, ça s'est fait en marchant entre le Palazzo Ducale de Gênes et la pizzeria, que sans faire un contrat, hein, mais les contrats à l'américaine sont aussi les contrats verbaux, les contrats oraux, Mm. où tout s'est fait, tout s'est réglé à ce moment-là. Et enfin, tout s'est lancé à ce moment-là. Et puis, on n'en a pas, Marianne était là, donc on a vite parlé avec Marianne et elle était d'accord de traduire et ça a démarré. Voilà. Donc, je vais maintenant passer, on va terminer cet hommage avec la lecture de Pierre Guéry. C'était au Voice Cabinet, c'était en 2014. C'est filmé par Gaëtan Saint-Rémy, qui est un autre grand ami et qui a filmé quasiment tout ce qui se passe chez Maestrom au festival depuis longtemps. Grazie Rico, ciao et grazie anche a te. La nuit sera poétiquement révolutionnaire, absolument.
Et donc, on termine avec Pierre Guéry. Je vous laisse entendre. Ah, moi, vous savez, j'ai le blues. J'ai le blues de la reproduction. Production, induction. On est sans cesse dans la reproduction. Produit, produit, reproduit, produit, reproduit et produit, 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 reproduit, produit, reproduit et produit. Et ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien à discuter, rien à négocier, rien à marchander. On va continuer. Ils vont continuer. Comme si de rien n'était. Comme si la vie n'avait pas d'autre objet. Mais il n'y a rien d'autre à foutre dans ce putain de zoo. Oh, mais c'est la seule solution et il n'y a pas d'autre option. C'est la seule solution et la dernière option au lieu de l'adoption. Reproduisez-vous en couleur. Vous n'aurez plus de douleur. La mort cessera de vous faire peur. C'est votre immortalité, votre perpétuité, votre chance est la seule de vivre jeune et toujours. Produit, produit, reproduit, produit, reproduit et produit, produit, reproduit et produit, 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 reproduit. Gonflez votre ego au passage. Trafiquez votre image au passage. Remodelez-vous. Refaites-vous, dupliquez-vous, remodelez-vous, refaites-vous, dupliquez-vous, remodelez-vous, refaites-vous, dupliquez-vous, remodelez-vous, refaites-vous, dupliquez-vous, à l'infini, à l'infini, à l'infini, et vous aurez à donner tant de vie, à Dieu bien sûr, et à votre pays. Alors, faites-le, refaites-le, faites-le, refaites-le, refaites-le. Faites-le, refaites-le, refaites-le, encore et encore, encore et encore, votre corps sur son corps, frères et sœurs, hommes et femmes, ensemble accouplés, pour toujours accouplés, encore et encore, faites-le, refaites-le, pétez, répétez, et pétez encore, le père et la mère est ton père, le père est ta femme, la fille est ton frère, le frère est ta sœur, ils le font encore, le font encore et encore, ils baisent et rebaisent dans une urgence aveugle, dans un sourd instinct, dans un désir aveugle, une sombre faim les brûlant dans leur sang. Produit, reproduit et produit, produit, reproduit et produit. Il n'y a que ça qu'on veut, il n'y a que ça qu'on peut, il n'y a que ça qu'on veut, il n'y a que ça qu'on peut. La seule chose à faire est de planter des graines. La chose qu'on sait faire, c'est planter des graines. Ce qu'on peut se payer, c'est de se recommencer. Plante la graine, arrose la graine, plante la graine, arrose la graine, plante la graine, arrose la graine, plantez, arrose, plantez, arrose, plantez, arrose. Produit, reproduit et produit, produit, reproduit et produit. Il n'y a que ça qu'on veut, il n'y a que ça qu'on peut, il n'y a que ça qu'on veut, il n'y a que ça qu'on peut. Et qui peut l'arrêter? Et qui peut dire faut arrêter? Qui a le droit de dire que c'est un péché et que seul l'amour est la lumière de nos nuits? C'est une chose naturelle, la plus naturelle, la plus essentielle, celle qui plaît au ciel. Alors, faites-le, refaites-le, refaites-le. Faites-le et chantez. Chantez le corps électrique, chantez le corps éclectique. Le corps magnétique, le corps diégétique et le corps diabolique. Et ce corps, comment l'arrêter? Ce corps, comment l'entraver? Et puis, comment l'interdire sans le faire mourir? Et dans toutes les nations, sans hésitation. Et puis, c'est quoi tout ce sperme qui emplit le monde? Et c'est quoi tout ce sperme qui coule sur tout le monde? C'est juste les humains qui baisent, chérie. Juste les humains qui baisent.
Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura 10 sur une place et que l'humanité en sera toute dégueulasse? Et que nous dit le pape? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Son pape vit encore. Ils disent qu'il avait déjà dit à peu près en l'an 1000, quand il n'y avait qu'1 million d'âmes sur Terre, mon cher. Mais est-ce que le pape lit pas un peu les journaux ou est-ce qu'il a cessé de compter? Il ne compte que les âmes, mon cher. Il ne compte que les âmes qu'on ne doit pas assassiner. Et il y en a aujourd'hui des milliards et des poussières. Et comment résoudre ce problème, mon cher? Et pourrons-nous un jour le résoudre si notre instinct de base, mon cher, est de produire, reproduire et produire? Et est-ce qu'une femme est bonne à rien si elle ne met pas au monde un enfant? Et pourquoi se marie-t-on si on ne veut pas d'enfant? Et est-ce qu'un homme est un con s'il n'est pas un macho qui plante sa pine et sa graine? Et n'est-il pas vraiment de notre devoir de perpétuer la race humaine, de la reproduire? Oh, mais on a grandi dans les 60s, mon cher. On a grandi dans les 60s. Et faites l'amour, pas la guerre, était notre devise, notre slogan. Alors, faites plus l'amour et moins la guerre. Faites plus l'amour, mais ne baisez pas, 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 ne baisez pas. Faites juste l'amour avec passion, avec toute votre passion, sans répression. Ou venez avec moi, vous allongez avec moi, toute la nuit avec moi, toute la nuit avec moi, sous le grand marronnier, sans faire l'amour. Vous allongez avec moi, sans faire l'amour, 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 sans faire l'amour. Voilà. C'était Pierre Guéry avec Breeding Blues. C'était à la Gougoute à Pépé. C'était un ancien local où nous faisions pas mal de lectures. Donc, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie de votre attention et vous invite donc à venir découvrir, si vous êtes sur Bruxelles ou autre, notre librairie, qui est une petite sœur de City Lights à Bruxelles. Et de toute façon, où vous soyez, de découvrir cet immense poète et être humain qu'est Lawrence Ferlinghetti via ses livres. Et comme Marianne Costa a pu vous lire ces magnifiques extraits du nouveau livre que nous sortirons entre la fin de l'année et début de l'année prochaine, qui s'appelle Little Boy. C'est un roman, un vrai flux, un roman poétique. Et Marianne nous a donné très, très envie d'en lire plus. Merci à tout le monde et à bientôt pour d'autres lectures, d'autres sujets. Ce soir, c'était un vrai moment. Nous nous devions de passer avec l'un des héros de Maelstrom Révolution, qui est désormais passé de l'autre côté à presque 102 ans et qui désormais devient un mythe. Et les mythes aident à vivre et nous aident à résister à ce champ de non-sens dans lequel l'on désire parfois nous plonger.
Merci, Gwenaëlle. C'était un moment important. On continue. Au revoir. Bonne soirée.